reprendre le débat qui a été initié avec la société civile par rapport à cette réforme foncière. Nous savons tous que dès 1980, l'organisation paysanne FITATA a mené un débat sur cette question, comment devenir une propriétaire à moindre coût et avec des simples moyens. Et en 2003, il y avait un grand atelier avec la société civile au site. Et juste après, il y a une plateforme nationale sur le foncier qui a été née. Au fur et à mesure que la réforme foncière a été mise en œuvre, on dirait, et je suis sûre que les organisations de la société civile ici sur place sont avec moi pour dire que on dirait qu'on ignore maintenant la société civile. Et on est très content d'apprendre du CN qu'il faudrait reprendre le dialogue, la concertation avec les organisations paysannes, les organisations de la société civile, pour se pencher sur les différentes questions autour de cette question foncière. Puisque si on prend les terrains coloniaux, effectivement, comme a dit Madame le DG, qu'il y a déjà des occupants qui sont là, mais le propriétaire est ailleurs. Et ces derniers temps, je prends le cas de la commune de Sambave, le statut a été levé et normalement, puisque l'arrêté sur la dotation a été déjà prise, donc la commune devrait passer par demander ou quoi déjà la dotation pour gérer cette parcelle. Et qu'est-ce qui se passe? Le CFR, effectivement, puisqu'il n'y a pas encore de dispositif et des arrêtés sur ça, non, ça fait partie du domaine privé de l'État. C'est au CFR de gérer ça. Et quelle solution on a pris? Bon, on va prendre la liste de tous les occupants qui sont là, et si jamais la CFR est prête à procéder au dispositif d'appropriation, alors au moins la liste des occupants qui sont là est déjà établie et on fera la reconnaissance au niveau local. Et je reviens toujours sur la question application des textes. La dotation est déjà sortie, l'arrêté sur la dotation. Et pourquoi pas ne pas appliquer? Toujours la question d'application. Juste une précision. Effectivement, la dotation fait partie donc des articles de la loi 2008-014, mais à condition que les terrains appartiennent à l'État, mais pas à un privé. À condition. Peut-être ce qui me gêne là, c'est que pourquoi, bon, on a des expériences avec la dotation, mais bon, peu de dotations qu'on a entamées aboutissent au résultat final. Donc ça nous pose quand même des questions. Nous, on avance, pourquoi on ne fait pas l'immatriculation directe, par exemple? Donc on fait l'inventaire des différents occupants, et puis on fait l'immatriculation directe. Je pense que ça existe encore, et les lois ne sont pas encore abrogées. Deuxième chose, on a proposé de faire une vente à un arrière symbolique à la commune, parce que le guichet foncier peut gérer à la fois les propriétés privées non titrées, mais aussi les terrains qui sont titrés au nom de la commune. Donc ça, je pense qu'il y a deux solutions, parce que si on transfère à l'État et puis on fait va-et-vient comme ça, je pense que la réforme est là pour essayer de diminuer le délai de la procédure et aussi de satisfaire les besoins surtout des Malgaches, surtout dans les milieux ruraux.
qui ont occupé les terrains depuis des générations. Monsieur le maire? Oui. Pour appuyer un peu à ce que le Sénat a dit tout à l'heure, pourquoi pas capitaliser la reconnaissance locale pour garder ou pour appliquer le principe de l'abandon. Donc, les réamender, la commission de reconnaissance locale pourra justifier l'abandon par le propriétaire d'un titre, s'il s'agit de 40 ans ou 30 ans, et qu'on peut passer à la dotation communale. En fait, je voulais parler de ce statut des terrains d'anciens colons et de réserves indigènes pour aborder justement la sécurisation des investissements des gens qui occupent un terrain donné. Et c'est pour ça que je continue sur la valeur du certificat foncier, parce que ça fait aussi partie de l'investissement, des procédures qu'il faut, des dossiers qu'il faut fournir pour avoir par exemple un crédit au niveau d'une institution de microfinance. En fait, le certificat foncier peut constituer une garantie auprès d'une banque ou d'une institution de microfinance, mais jusqu'à maintenant, on le sait très bien, il y a des institutions de microfinance comme l'OTIF qui l'acceptent très bien, il y a le SECAM qui ne l'accepte pas du tout. Alors, dans ce cas-là, où se pose la question, est-ce que c'est par rapport à cette loi sur la propriété privée non titrée, ou c'est même le certificat qui pose problème? Merci. Je ne sais pas qui est-ce qui pourrait répondre. Je vais peut-être porter quelques éléments et ensuite mes collègues peuvent me compléter. On se pose toujours la question, tout ce qui est mutation, transférabilité, tout ce qui est location, donation et toute autre opération subséquente. Mais est-ce que les deux ont la même valeur juridique? On devrait se reposer la question. Pour des questions de procédure, pour des questions des acteurs qui contribuent à la validation du certificat foncier. Donc ça, c'est une question dont je n'ai pas la réponse, ou du moins je ne donnerai pas mon avis personnel. Pour ce qui concerne les certificats fonciers mis en garantie pour les crédits bancaires, ce qu'il faut savoir, donc vous l'avez déjà dit tout à l'heure, c'est que pour l'instant, seul OTIF, en général, dans tout Madagascar, accepte le certificat, et on va voir cela d'ailleurs dans le prochain film. Les banques commerciales et le SECAM ont encore des doutes, et je crois qu'il faut relancer le dialogue, le débat, la discussion entre les institutions étatiques et ces institutions-là. Pour les raisons, je ne me mets pas à leur place, mais dans un premier temps, il y a tout ce qui est question de garantie. C'est-à-dire que, donc si on prend le cas où la personne ayant demandé le crédit n'est pas solvable et qu'il faut procéder aux saisies du terrain, la raison, c'est que les banques commerciales et les autres institutions de microfinance qui n'acceptent pas encore le certificat doutent encore sur la valeur réelle, donc je dirais la propriété, le droit de propriété même de la personne sur le terrain. C'est-à-dire que, est-ce qu'au moment de la vente du terrain aux enchères, est-ce qu'ils auront la garantie qu'il n'y aura pas d'opposition par des ayants droit, que ce soit dans la même famille ou dans le voisinage, qui pourrait remettre en question le droit de propriété sur le terrain. Donc, ce qui touche en fait en arrière-plan tout ce qui est procédure de reconnaissance de propriété sur les propriétés privées titrées et l'attribution du certificat foncier. Monsieur le maire? Oui, à mon avis, ça fait partie de la pérennisation. Donc, si on veut continuer, il faut dire carrément que ça a la même valeur qu'un titre foncier. Sinon,
on ne va pas continuer la réforme, à notre avis, en tant que collectivité, en tant qu'élu et peut-être en tant que demandeur d'un certificat foncier. Pourquoi pas? Donc, il faut chercher quels sont les obstacles pour qu'un certificat foncier ne soit pas équivalent à un titre foncier. Ça peut être des pistes à creuser pour la perspective. Mais à mon avis personnel, je veux, si on veut continuer, que ça soit équivalent. Monsieur Grandjean? Oui, ce qu'on peut dire, je connais bien le problème, puisque une des raisons pour lesquelles le certificat n'est pas accepté comme garantie par un certain nombre d'institutions provient d'erreurs qui ont été faites dans certains guichets fonciers au point de vue de l'inscription dans les registres. Il y a eu effectivement un certain nombre de cas où on a eu des numéros différents sur le même certificat foncier qui différaient entre ce qui était remis à la banque et ce qui était inscrit ou porté sur le registre. Donc je pense que c'est une question simplement de temps. Je suis comme de même avis que M. le maire, c'est une question de temps, effectivement, dans la mesure où, si je lis correctement les textes, il n'y a pas de différence entre la valeur juridique d'un certificat et la valeur juridique d'un titre, dans la mesure où ils ont été obtenus suivant des procédures qui sont tout à fait parallèles et qui sont garanties par la publicité également. Donc ça, c'est important à souligner. Donc de ce côté-là, il ne devrait pas y avoir de problème. C'est peut-être une question, comme on l'a souligné tout à l'heure, de rediscuter, de renégocier et de mieux informer également les banques et en particulier les juristes des banques sur les conditions de délivrance de ces certificats. Je pense qu'il y a... pour moi, c'est pareil, parce que ce sont les lois qui disent que c'est la même valeur juridique. Seulement, là, il faudrait faire beaucoup de communication. Comme vous le savez, je pense que les Malgaches ont encore ce qu'on dit la culture titre. Hein, le titre existait depuis 110 ans. Là, c'est 6 ans d'existence. Le certificat 6 ans d'existence. Il faut encore des travaux de communication, de sensibilisation là-dessus. Je vais prendre un exemple, une expérience assez malheureuse qu'on a dans la région de Ménabé. En fait, on a véhiculé un faux message comme quoi un certificat égale crédit, ce qui est tout à fait faux. Parce que vous pouvez demander à un responsable de microfinance que pour avoir accès à un crédit, il faut un bon projet qui est rentable, qui est viable. Deuxièmement, il faut demander si la personne qui demande le crédit a une bonne moralité. Est-ce que quelqu'un qui rembourse bien les crédits? Et ça vient ensuite en quatrième position, peut-être, quelle est la garantie, c'est-à-dire le certificat foncier. Ça veut dire que si les paysans n'obtiennent pas le crédit, ce n'est pas forcément à cause du certificat foncier, c'est peut-être à cause de son projet qui n'est pas viable, qui n'est pas rentable. Donc là, je pense, nous, PNF, on est en train de comment on peut collaborer ensemble avec les institutions microfinance. Mais à long terme, on se dit aussi que, si la réforme continue, on peut estimer que d'ici 5 ans, il y aura à peu près 700 000 certificats qui vont sortir. C'est quand même une opportunité pour les microfinances. Donc nous pensons, on laisse la concurrence entre eux. Qu'est-ce qui veut utiliser ce produit-là? Et voilà, c'est simple aussi. Nous terminons ici la première partie de cette conférence et après, nous remercions les membres du panel et on va projeter le deuxième film sur les impacts de la réforme sur les usagers surtout. Merci.
Cette nouvelle réforme a pour objectif de répondre à la demande massive en sécurisation. Sur scène pour discuter, pour débattre des impacts